Bonjour, cette présentation sera consacrée à l'électrostatique, qui est une branche de la physique dans laquelle on étudie les interactions produites entre les charges électriques et mobiles, c'est-à-dire que les charges sont à l'état statique. Lorsque les charges sont mobiles, on parle de l'électrocinétique. Donc plusieurs phénomènes électrostatiques sont présents dans la nature, par exemple l'éclair qui est produit entre les nuages et la Terre et à l'intérieur des nuages à cause des frottements qui sont produits entre les nuages eux-mêmes. Ces frottements-là produisent des différences de charge entre les nuages en bas avec ceux en haut, et à cause de cette différence de charge, il se produit plusieurs décharges électriques entre les nuages et entre les nuages en bas et la Terre. Cette décharge électrique, elle est sous forme des éclairs. De même, il y a ces phénomènes électrostatiques sont vus lors du roulement de la voiture sur la route, où les pneus, à cause des frottements des pneus avec la route, il se produit une charge positive dans les pneus, et pour avoir une charge neutre de toute la voiture, la carrosserie a une charge opposée qui est négative, et cela est vu lorsqu'on touche la voiture, où on ressent un petit coup électrique. Lorsqu'on brosse les cheveux par la peigne à cheveux, la peigne se charge positivement alors que les cheveux sont chargés négativement. Cela est ressent par l'attraction entre la peigne et les cheveux. Et de même, lorsqu'on enlève la pulle, on ressent des petits étincelles qui sont dus au phénomène électrostatique. Plusieurs applications sont mises en jeu dans l'industrie. Par exemple, la parafoudre qui est utilisée pour la mise à la terre de la décharge électrique produite par les éclairs, et de même le condensateur utilisé pour la charge et la décharge électrique pour, par exemple, dans la radio, varier la fréquence, et ainsi de suite pour le cas de la peinture électrostatique et le photocopieur. Ce cours-là sera subdivisé selon ce plan-là: interaction électrostatique et loi de Coulomb, champ électrostatique théorème de Gauss, et le potentiel électrostatique, finalement l'énergie électrique et les conducteurs en équilibre électrostatique. Donc pour la charge électrique, donc la matière elle est constituée des atomes. Chaque atome il a un noyau ayant des protons et des neutrons et des électrons qui gravitent autour de ce noyau-là. Donc la charge globale de chaque atome elle est neutre, mais si un électron est arraché ou rajouté, on aura des ions. On parle des ions. Donc il y aura une charge de cet atome-là. Donc elle sera soit positive, soit négative. Donc à l'échelle macroscopique, la charge portée par un corps correspond à un déficit ou un excès d'électrons. Un déficit, c'est-à-dire qu'il y a arrachement d'électrons, ou un excès, donc il y a des électrons qui sont supplémentaires à l'atome, donc un ajout d'électrons. Donc plusieurs expériences sont mises en jeu pour mesurer la charge électrique. Une expérience qui est la plus reconnue, c'est l'expérience de Millikan. Donc avec un pulvérisateur, on insuffle des gouttelettes d'huile entre les armateurs d'un condensateur plan ayant une distance entre les armateurs D. Donc on applique une différence de potentiel, c'est-à-dire un champ électrostatique entre les deux armateurs, qui est pour but de freiner le mouvement de la gouttelette qui est chargée. Donc la gouttelette, lorsqu'elle passe de la première armature à la deuxième armature, elle est soumise à plusieurs forces. La première, c'est son poids, donc la masse fois la pesanteur, puisque cette gouttelette elle est sous forme sphérique, donc son volume c'est 4 tiers pi fois le rayon à la puissance 3 fois
la masse volumique fois la pesanteur. Avec la masse volumique de l'huile, c'est 800 kg par mètre cube. De même, elle passe à travers de l'air, donc elle est soumise à la poussée d'Archimède, qui est le volume déplacé par cette gouttelette, c'est le volume de la gouttelette, fois ρ de la masse volumique de l'air, qui est 1,29 kg par mètre cube. Et de même, elle est soumise au frottement de l'air, qui est dans le sens opposé au déplacement de la gouttelette, donc c'est moins. Donc de même, la poussée est le sens opposé au mouvement. La force électrique, elle tente de freiner cette gouttelette dans son mouvement, donc elle doit être de sens opposé, donc c'est moins, avec un moins. Donc, lorsqu'on applique le principe fondamental de la dynamique, on aura cette équation-là. Donc, dans ce cas-là, la poussée d'Archimède est très négligeable si on la compare avec les trois autres forces. Donc, celle-là, elle est négligeable. On aura finalement la vitesse de cette forme. Donc, à chaque fois, on applique le champ électrostatique de sorte à avoir une gouttelette qui est immobile entre les armateurs de condensateurs, c'est-à-dire pour éliminer cette force de frottement, pour avoir seulement deux forces qui sont appliquées, le poids et la force électrostatique. Donc, quand la gouttelette est immobile, elle est en équilibre sous l'action de son poids et de la force électrique, donc soit mg- que fois le champ électrostatique. Donc on aura finalement que la charge est de cette forme. Donc c'est 4P fois le rayon de la gouttelette à la puissance 3 fois G sur 3 fois le champ électrostatique, puisque le champ électrostatique est égal à la différence de potentiel entre les deux armateurs sur la distance qui les sépare. Donc on aura finalement la charge de cette forme-là. Donc puisque la gouttelette elle présente plusieurs atomes à l'intérieur, donc il pourra avoir un nombre déficitaire d'électrons ou excédentaire très grand. Donc pour cela, on pourra avoir une charge de la gouttelette de ce genre-là, un nombre n fois une charge élémentaire. Cette charge-là, elle est en coulombe avec une charge, il a 1,6 fois 10 à la puissance moins 9 coulombs, c'est-à-dire un coulombe c'est 6,25 fois 10 à la puissance 18 de charge électrique. Donc dans la pratique, on parle pas de coulombs directement, mais des divisions de coulombs, c'est-à-dire un nanocoulombe qui est 10 à la puissance moins 9 coulombs, un microcoulombe qui est égal à 10 moins 6 coulombs. Donc, la charge électrique d'un électron est comptée positivement, alors que celle de proton, elle est positive. Donc, ce qui donne la charge d'une particule quelconque, c'est le nombre d'électrons, soit excédentaire, soit déficitaire de l'atome. Donc la charge électrique d'un atome ou d'une gouttelette, par exemple de l'huile, c'est la différence de nombre de protons dans l'atome moins le nombre d'électrons fois la charge élémentaire E. Donc s'il y a un plus d'électrons, la charge est négative. S'il y a un moins d'électrons, la charge est positive. Donc il y a plusieurs expériences pour électriser
les objets. Il y a électrisation par frottement, c'est-à-dire lorsqu'on frotte par un bâton de polychlorure de vinyle, PVC ou des bonnettes sur la fourrure. Donc la fourrure elle est chargée positivement alors que le bâton il est chargé négativement. Donc l'ensemble de bâton et la fourrure est neutre. Donc il y a les électrons arrachés de la fourrure qui vont vers le bâton. C'est pour cela qu'il y a un excès d'électrons sur le bâton qui se charge négativement et un déficit sur la fourrure qui se charge positivement. Il y a électrisation par influence, c'est-à-dire lorsqu'on approche un bâton qui est négativement chargé d'une boule qui est conductrice, donc les électrons de la sphère sont répartis de sorte que les charges positives viennent vers le côté de bâton, alors que celles qui sont négatives seront dans l'autre côté. Il y a de même une électrisation par contact. Donc, lorsqu'on touche une boule en aluminium non chargée avec un bâton PVC chargé négativement, donc une partie de charge de bâton se déplace sur la boule conductrice. La boule donc subit alors une répulsion lorsqu'elle se charge négativement comme celle de bâton. Donc, il y a se repousse. Les deux se repoussent, le bâton et la boule. Donc, un QCM, trois objets sont rapprochés l'un à l'autre, deux à la fois. Donc, on a trois objets A, B, C. Donc, on rapproche A à B, A à C, B à C. Lorsque les objets A et B sont rapprochés, ils se repoussent. Donc, ils se repoussent, donc ils ont la même charge. Lorsque les objets B et C sont rapprochés, ils se repoussent également. Donc les deux de même ont la même charge. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies? A. Les objets A et C possèdent des charges de même signe. B. Les objets A et C possèdent des charges de signe opposé. C. Les trois objets possèdent des charges de même signe. D. Un objet est neutre. Et E. Des expériences supplémentaires doivent être effectuées pour déterminer les signes de charge. Donc on commence par les premiers A et B. Lorsqu'ils se rapprochent, ils se repoussent. Donc on suppose que A possède une charge qui est positive. Et de même, B sera de même charge. Donc il sera positif. Lorsqu'on les objets B et C se rapprochent, ils se repoussent. Donc, lorsqu'on rapproche C de B, ils se repoussent, donc ils doivent avoir même signe plus. C'est la même chose, on suppose qu'ils sont négatifs. Donc, on aura un A négatif, de même B sera négatif, de charge négative, et de même C sera de charge négative. Donc, on va voir les affirmations qui sont vraies dans ce cas-là. Donc, les objets A et C possèdent des charges de même signe. Donc, A et C, elles ont la même charge, A et C. Donc, celle-là, elle est vraie. A est vrai. Les objets A et C possèdent des charges de signe opposé. Cette affirmation est fausse. Les trois objets possèdent des charges de même signe, donc cette affirmation elle est vraie. Un objet est neutre, donc les trois objets sont chargés. Et des expériences supplémentaires doivent être effectuées pour déterminer des signes de charge. Donc dans ce cas-là, on ne sait pas la charge des trois objets, soit positif. Les trois sont de charge positive, soit de charge négative. Donc, cette affirmation, elle est de même vraie.
Donc on passe à la question 2. Trois objets sont rapprochés l'un à l'autre, deux à la fois. Donc la même chose que la première question. Lorsque les objets A et B sont réunis ou sont rapprochés, ils s'atterrent. Donc il se produit une attraction entre A et B. Lorsque les objets B et C sont rapprochés, ils se repoussent. Donc on a A et B. Lorsqu'elles sont rapprochées, A et B, elles s'atterrent. Donc on suppose que A est de signe positif, donc B sera de charge opposée, négative. Lorsque B et C se rapprochent, elles se repoussent. Donc C sera de même charge que B, puisqu'elle se repousse. On passe, lequel des énoncés suivants est nécessairement vrai? A. Les objets A et C possèdent des charges de même signe, A et C, donc A plus, C moins. Les objets A et C possèdent des charges de signe opposé. Donc cette affirmation, elle est vraie. A et C ont des charges qui sont opposées. Les trois objets possèdent des charges de même signe. Non, affirmation qui est fausse. Un objet est neutre, donc les trois objets sont chargés. Des expériences supplémentaires doivent être effectuées pour déterminer les informations sur les charges des objets. Donc elle est vraie, puisque si on suppose que A est positif, B sera négatif, C sera négatif. De même, si on suppose A négatif, B sera positif et C sera positif. Donc on doit avoir des expériences pour déterminer la charge de ces trois objets. Donc on a généralement deux types de charges. Donc il y a des charges qui sont ponctuelles et des distributions continues de charges. Donc la charge est ponctuelle, c'est-à-dire que la charge est concentrée en un point. Donc pour le cas de la distribution continue des charges, la charge électrique d'un corps constituée par une charge ponctuelle. Donc la charge est égale à la somme des charges ponctuelles. S'il y a une infinité de charges, donc le nombre de charges tend vers l'infini, donc on parle d'une continuité de charge. Donc au lieu de faire la somme des charges électriques des charges ponctuelles, on intègre sur un élément quelconque, soit une ligne, soit une surface, soit en un volume. Donc on parle des distributions continues de charge. Il y a une distribution qui est sous forme linéaire. Donc la charge est répartie sur une courbe linéaire, L, la densité linéaire. R de charge est définie par lambda qui est égal à la dérivée de la charge par rapport à la longueur de la ligne. Donc la charge totale est calculée par intégration sur toute la ligne. Donc c'est lambda d de L. La même chose est dite pour le cas de la surface. Donc il y a la charge est répartie sur une surface. Donc on parle de la densité surfacique de la charge qui est égale à la variation de charge par rapport à la surface. Donc pour calculer la charge totale, on intègre sur toute la surface. Donc c'est la densité, l'intégrale de la densité fois d de S. La même chose pour le cas de la distribution qui est volumique. On parle de la densité volumique ρ qui est égale à la variation de charge par rapport au volume. Donc la charge totale est calculée par intégration de ρ d de V. Donc lorsqu'on rapproche de charge au point O et M, donc de charge Q et Q', donc il se produit une répulsion ou une attraction suivant les signes des charges. Donc on suppose que les deux charges Q et Q' ont le même signe, donc il y a une répulsion entre les deux charges avec la force qui se produit par exemple
par la charge 1 sur la charge 2 est égal à 1 sur 4p epsilon 0, avec epsilon 0 c'est la permittivité de vide, c'est-à-dire dans ce cas-là, on suppose que le milieu qui entoure les deux charges est le vide, fois la valeur absolue de produit des deux charges, que 1 fois que 2 sur la distance au carré, la distance qui les sépare au carr'e, portée par le vecteur unitaire qui est dans le même sens de la force F ou F'. Donc avec le vecteur unitaire c'est OM sur la norme de OM. Donc la permittivité de vide est égale à 8,85 fois 10 à la puissance moins 12 farad par mètre, et 1 sur 4p epsilon 0 est de l'ordre de 9 fois 10 à la puissance 9 mètres par farad. Dans le cas où le milieu qui entoure les charges n'est pas le vide, c'est-à-dire un diélectrique, par exemple l'air ou le liquide ou un gaz, donc un coefficient de correction doit être apporté à la formule précédente. Donc on doit avoir un autre coefficient qui est epsilon r fois epsilon 0, avec par exemple ce coefficient epsilon qui est égal à epsilon 0 fois epsilon r est égal à 78,5 fois epsilon 0, le vert entre 5 et 7, le nylon c'est de l'ordre de 3,5 et l'huile de l'ordre de 2,2 epsilon 0. Donc lorsqu'il y a attraction, lorsqu'il y a la même charge, la force qui est appliquée est une force de répulsion. Donc s'ils sont toutes les deux positives ou toutes les deux négatives, donc il y a répulsion entre les particules. Alors si elles sont de charge opposée, positive négative, il y a attraction entre les deux particules. Donc ici M, l'objet A a une charge de 12 microcoulombs et l'objet B a une charge de 16 microcoulombs. Quelle affirmation est vraie au sujet des forces électriques sur ces objets? La force appliquée par A sur B est égale à moins 3 la force appliquée par B sur A. FAB est égal à moins FBA, FAB est égal à 3 FBA, 3 FAB est égal à FBA et FAB est égal à FBA. Donc puisque les charges sont de même signe, donc 12 microcoulombs, cet objet A. Deuxième objet, 16 microcoulombs. Donc, puisque si on applique la troisième loi de Newton d'action et de la réaction, donc la force appliquée par A sur B sera la même appliquée par B sur A, mais de sens opposé. Donc l'affirmation qui est vraie, c'est l'affirmation B. Donc la force appliquée par A sur B sera égale à moins F, la force appliquée par B sur A. Donc si on fait l'analogie avec l'interaction gravitationnelle, donc la force électrique appliquée par la particule 2 sur la particule A, donc si on suppose qu'on a deux particules de masse 1 et 2, de masse M1, M2 et de charge Q1 et Q2, donc il se produit, s'ils sont de charge toutes les deux positives, donc il se produit une force de répulsion, une force électrique de répulsion et une force d'attraction de gravitation. Donc on va calculer les deux forces électriques et de gravitation. Donc électrique, elle est déjà calculée, c'est moins K fois Q1, Q2 sur R, la distance au carré portée par le vecteur unitaire. Alors que c'est la gravitation, c'est la constante de gravitation fois le produit des deux masses fois sur la distance au carré qui les sépare, portée par le même vecteur unitaire. C'est on fait le rapport entre les deux forces électriques et gravitationnelles. On aura finalement que la force électrique, si on suppose que les deux particules sont
un électron est important, que la force électrique il est de l'ordre de 2,25 fois 10 à la puissance 39 fois la force de gravitation. Donc la portée de la force de gravitation est pour des objets qui sont très lourds, qui ont des masses très importantes, alors que la portée de la force électrique, c'est pour des distances qui sont très faibles pour les particules qui ont des masses qui est négligeable. Donc pour le cas où il y a plusieurs charges électriques, donc si on veut calculer la force appliquée par un nombre n de charges sur une charge électrique, on fait la somme des forces électriques de chacune des forces appliquées par chaque particule. Donc c'est-à-dire F1 appliqué par Q1 sur la charge Q, plus la force F2 appliquée par la charge Q2 sur la charge Q, jusqu'à la nème charge, c'est-à-dire la force N appliquée par la charge Qn sur Q. Donc il se calcule de cette forme. Donc on va faire une application, calculer la force appliquée par Q1, la charge Q1 de 2,5 fois 10 à la puissance moins 7 coulombs, et la charge Q2 qui a une charge de 1 moins 1,5 fois 10 à la puissance moins 7 coulombs. Donc la distance qui sépare Q2 et Q3 c'est 1,5, et Q1 c'est 1 plus 1,5 c'est 2,5 mètres. Sur la charge Q3 qui a la charge moins 2 10 à la puissance moins 5 coulombs. Donc la force appliquée par Q1 sur Q3, on l'appelle F1, puisque les deux charges sont de signes opposés, donc il y a attraction entre les deux charges. Donc il est dans le sens négatif, dans le sens des x. Donc F1 est égal à moins F1 si on suppose que cette norme positive portée par EX. Donc F1 il est calculé de cette formule-là, 1 sur 4 epsilon 0 Q1 Q3 sur la distance qui sépare au carré. Donc si on fait l'application numérique, on trouve que 7,2 fois 10 à la puissance moins 5 newtons. Pour le cas de la force appliquée par Q2 sur Q3, puisqu'ils sont de même signe, donc c'est une force de répulsion qui se produit entre les deux. Donc F2 est dans le sens positif des x, donc F2 porté par EX avec une norme qui est de 12 10 à la puissance moins 5 newtons. Donc la force totale qui est appliquée par les deux charges Q1 Q2 sur Q3 sera la somme des deux forces F1 plus F2. Donc c'est moins F1 plus F2 porté par EX. Donc c'est F EX avec la norme de F, c'est moins 7,2 plus 12. Donc c'est 4,8 10 à la puissance moins 5 newtons. Lorsque une charge Q' en O' subira ou ne subira pas de force, donc on suppose que ce point-là il est chargé en O, selon qu'il y aura une charge, selon qu'il y aura ou non une charge en Q en O. Donc la présence de Q en O change donc les propriétés de l'espace, notamment O', et ceci est ressenti par Q'. Donc s'il y a Q dans ce point-là, il y aura une force qui est appliquée sur la charge Q' présente en O'. S'il n'y a pas de charge ici, donc il n'y a pas de force qui est appliquée sur Q'. Donc on dit que la charge Q change les propriétés en O'. On dit que la présence de Q en O modifie les propriétés de l'espace. On traduit ceci par l'existence d'un champ vectoriel E, champ électrostatique.
Donc il y a un champ électrostatique qui est égal à la force qui est produite par cette charge-là sur la charge présente en point O'. Donc le champ électrostatique il dépend de la charge qui le produit. Il ne dépend pas de l'autre charge sur laquelle est appliquée la force F. Donc à ce point-là, le champ est égal à la force électrique entre les deux charges sur cette charge à ce point-là. Donc le champ il dépend seulement de la charge Q, il ne dépend pas de la charge Q'. Donc définition, soit qu'une charge ponctuelle placée en O, point O, et un point M de l'espace, Q créé en M, au point M, avec OM est égal à R, un champ électrostatique qui est égal à 1 sur 4P epsilon 0. Donc c'est la même formule que la force, fois Q sur R au carré. Donc il dépend seulement de la charge qui le produit, non pas comme la force produite entre deux charges Q1 et Q2. Donc au point M, il y a un champ électrostatique, soit qu'il y a la charge au point N, soit qu'il n'y a pas de charge. Un champ électrostatique qui est produit par la charge Q. Donc E est un vecteur unitaire qui est égal au vecteur E1 OM sur la norme de OM. Donc E il est dirigé de O vers M, c'est la charge est positive. Donc il est divergent, c'est la charge est positive, et convergent, c'est la charge est négative. Donc il est dirigé de M vers O. Donc convergent, c'est les positifs, divergent, c'est les négatifs. E n'est pas défini en O, c'est R est égal à 0. Donc au point O où il y a présence de la charge, R est égal à 0, donc R n'est pas défini. Donc son unité c'est le volt par mètre, la différence de potentiel sur la distance, ou on parle de la force sur la charge, donc c'est le newton par coulomb. Si au point M on place une charge Q', la force exercée par Q sur Q' est égale, donc par définition c'est la force, donc est égale la charge Q' fois le champ électrostatique créé par la charge Q. Cm, une charge d'essai de 3 microcoulombs en un point M où un champ électrostatique externe est dirigé vers la droite avec une amplitude de 3 fois 10 à la puissance 6 newtons. Donc on suppose qu'on a une charge électrique Q de 3 nanocoulombs à ce point-là P. Donc la charge au point P. Donc il y a à ce point-là un champ électrostatique qui est dirigé vers la droite, dans ce sens-là. Un champ électrostatique dirigé vers la droite au point où il y a une charge de 3 microcoulombs. Si la charge de test est remplacée par une autre charge de test de moins 3 microcoulombs, donc on a placé une charge négative. Donc la première c'est 3 microcoulombs, la deuxième c'est moins 3 microcoulombs. Qu'arrive-t-il au champ électrique externe à P? Donc c'est un champ externe appliqué à ce point-là. On suppose par exemple qu'il est appliqué par une charge quelconque Q, appliquée à ce point-là. Elle n'est pas affectée. B, elle inverse la direction. C, elle change d'une manière qui ne peut être déterminée. Donc ce champ électrostatique, il est créé par la charge Q. Mais dans ce cas-là, on a changé de valeur de 3 10 à la puissance 6 newtons par coulomb.
Dans notre cas, on a changé seulement la charge au point P. Donc on n'a pas affecté le champ électrostatique puisque la charge qu'il a créée reste la même. Donc l'affirmation qui est vraie, elle n'est pas affectée. Puisqu'on a seulement affecté la charge au point P et non pas la source qui a produit le champ électrostatique au point P. Cas de plusieurs charges ponctuelles. Donc, si on veut calculer un champ électrostatique au point M créé par un nombre n de charges, Q1, Q2 jusqu'à Qn, donc le champ électrostatique est égal à la somme des champs électrostatiques créés par chacune des particules. Donc E1 créé par Q1 plus E2 créé par Q2 plus Qn créé par En créé par Qn. Maintenant, on va voir une application. Calcule le champ électrostatique créé par deux charges Q et moins Q distant de 2 fois A en un point M appartenant à leur axe d'antisymétrie. Donc cet axe-là, qui est à mi-distance entre plus Q et moins Q, qui sont distants de 2 fois A, est appelé axe d'antisymétrie puisque ces deux charges sont de charges de signe opposé. Si les deux charges sont de même signe, plus que, on aura cet axe-là, c'est un axe de symétrie. Et puisqu'ils sont de signe opposé, il est appelé axe d'antisymétrie. Donc le champ, la distance plutôt qui sépare ce point-là, premier point, et M, c'est R plus, et qui sépare moins que de M, c'est R moins, et la distance qui sépare l'axe des X au point M, c'est Z, et la distance qui sépare l'axe d'antisymétrie avec les deux charges, c'est A. Donc, le champ électrostatique créé par la charge plus que au point M, c'est un champ qui est divergent. Le E+. Et le champ électrostatique créé par moins que est un champ qui est convergent. E, c'est la somme des deux champs. Donc, E plus E moins, si on fait la somme vectorielle, sera égale à E. Donc, on va calculer les trois champs électrostatiques E plus, E moins et E, et le champ résultant E. Donc, E plus est égal à, par définition, sur 4π epsilon 0, la charge que sur la distance R plus au carré, portée par un vecteur unitaire E plus. Si on projette ce vecteur unitaire E plus sur les deux axes X et OZ, on aura ce cosinus alpha porté par EX plus sinus alpha avec alpha, c'est l'angle entre le vecteur unitaire. Si on prend ce point-là, c'est A, ce point-là, c'est M, et ce point, c'est B. Donc, entre AM et OZ, alpha est créé par OM et OZ. Donc, sera cet angle-là. Donc, c'est alpha. Donc, le vecteur unitaire, il est dans E plus C dans ce sens-là. Donc, E plus. Donc, si on fait sa projection sur OX, OZ, on aura ce cosinus alpha porté par OX plus sinus alpha porté par OZ. De la même manière, est calculé E moins. Donc, c'est 1 sur 4π epsilon 0 fois que sur R moins au carré fois le vecteur unitaire
avec un moins, donc toujours le vecteur unitaire il est dans le même sens. Donc ce sens-là, E moins, mais avec un moins, donc on aura un vecteur qui est dans le même sens, qui est de champ électrostatique E moins. Donc si on fait la projection, on aura cosinus alpha porté par EX avec un moins sinus alpha porté par EZ, avec cosinus alpha est égal à Z sur R plus, avec R plus sera la racine carrée de Z carré plus A au carré. Donc le champ résultant qui est égal à E plus plus E moins, si on fait la somme des deux champs électrostatiques, on va simplifier par cette quantité-là. Donc sinus moins sinus, on aura 2 fois cosinus alpha fois la même quantité, plus, puisque R moins et R plus sont égaux. Donc on aura finalement E est égal à 2 sur 4 pi epsilon 0, R plus, Q sur R plus au carré fois cosinus alpha. Si on remplace le cosinus alpha, c'est Z sur la racine carrée de Z carré plus A au carré. Donc on aura finalement le champ électrostatique total est égal à Q sur 2 de pi epsilon 0 fois Z sur la racine Z au carré A au carré à la puissance 3 portée par EX. Donc elle est dans le sens des X positifs. Donc Z carré plus A au carré à la puissance 3 est la racine carrée de Z carré plus A au carré fois Z au carré plus A au carré. Donc on aura Z carré plus A carré, sa racine à la puissance 3. Donc dans le cas de la distribution continue des charges, si on suppose qu'on a un fil de longueur L portant une charge Q, l'élément de L autour d'un point quelconque P porte une charge qui est D2 de Q, avec D de Q est égal à la densité de charge linéique fois D de L, donc D de Q est égal à lambda fois D de L. Donc le champ élémentaire créé par cette charge élémentaire D de Q sera de la forme 1 sur 4 pi epsilon 0 D de Q sur R au carré. Donc au point M, avec la distance qui sépare cet élément-là, c'est R, donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 D de Q sur R au carré porté par le vecteur unitaire U. Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, si on remplace D Q c'est lambda dL sur R au carré porté par le vecteur unitaire E. Le champ total créé par AB, donc de A jusqu'à B, au point M, est l'intégrale de D de E. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0 puisque la constante. Donc lambda dL est variable, R est de même variable et le vecteur E est de même variable. Donc on intègre cette quantité qui est variable entre A et B. La même chose pour le cas d'une surface qui est chargée. Donc on prend un petit élément de surface qui est chargé. Donc elle crée un champ élémentaire D de E au point M descend de R entre P et M, qui est égal sur 4 pi epsilon 0 fois la densité surfacique de charge dS R au carré fois portée par le vecteur unitaire. Donc on veut calculer le champ total créé par cette surface S au point M, on intègre sur toute la surface. De la même manière, on calcule le champ électrostatique créé par un volume. Donc dans ce cas-là, on parle de la densité volumique de charge. Donc le champ total est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. La densité volumique D de V sur R au carré portée par le vecteur unitaire. Donc l'intégrale est faite sur le volume total V. Donc maintenant on va parler de la symétrie de champ électrostatique. Donc la symétrie par translation. Donc si le champ, c'est la charge reste invariante par translation suivant un axe,
Donc, il y a une symétrie par translation. Donc, par exemple, le champ créé par un fil infiniment chargé, suivant EZ, on suppose qu'on a un fil qui est infini, d'une longueur qui est très importante. Donc, alors, le champ électrostatique créé par ce fil-là, il dépend seulement de x, y, puisqu'il est de longueur infinie suivant z, donc il a une symétrie par translation. Donc si on fait en translation suivant z, le champ électrostatique reste le même, donc il est invariant par variation de z, donc il dépend seulement de x et y. Donc si on a une symétrie par rotation, c'est-à-dire que la charge reste invariante par rotation d'un angle quelconque, par exemple champ créé par un disque uniformément chargé, cercle ou un cylindre, si on fait une rotation par rapport par exemple à θ, donc il n'y a pas de changement, le champ électrostatique créé par ce disque là, donc le champ électrostatique dépend seulement de, donc la charge reste la même si on fait la rotation par θ, alors le champ reste invariant par rotation de θ, donc il dépend seulement de ρ et z. Donc on trouve que le champ électrostatique ne dépend pas de θ, puisque la charge qu'il crée ne dépend pas de θ. Si on a une symétrie qui est cylindrique, c'est-à-dire composition des deux symétries de translation et de rotation, donc s'il est invariant par symétrie par rotation autour d'un axe et une symétrie par translation suivant cet axe, c'est-à-dire champ créé par exemple par un cylindre infiniment chargé. Dans ce cas-là, si on suppose que ce champ est créé par un cylindre infini, donc il ne dépend pas de... Donc si on suppose qu'on a ρ z plutôt, donc par rotation autour de θ et par translation suivant z, donc la charge ne dépend pas de θ, il ne dépend pas de z, donc il dépend seulement de ρ. Symétrie sphérique, s'il est invariant par rotation autour d'un point, c'est-à-dire qu'il y a deux rotations, deux symétries par rotation. Donc c'est une symétrie sphérique. Par exemple, une sphère chargée uniformément en fonction de R. Donc la charge ne dépend de θ et ne dépend pas de phi. Donc il dépend seulement de R. Alors le champ électrostatique créé par cette charge-là reste invariant par deux rotations de θ et de phi. Donc il dépend seulement, le champ électrostatique créé par cette charge dépend seulement de R. Plan de symétrie. C'est un plan qui découpe le système en deux parties identiques. Si on pense cette charge-là, elle est chargée tout positif, donc où il est négativement chargé. Si on prend un axe un plan qui le découpe en deux parties qui ont la même charge, on dit que ce plan-là est un plan de symétrie. Donc, application, trouver la direction et les variables dont dépend le champ créé par une sphère uniformément chargée. Donc, pour le cas d'une sphère qui est uniformément chargée, on a dit que le champ électrostatique, elle dépend seulement de R. Donc, il a une symétrie qui est sphérique, ne dépend ni de θ ni de phi. Et dans le cas de plan de symétrie, on a dit que le champ total appartient au plan de symétrie. Donc dans ce cas-là, on a plusieurs plans de symétrie de la charge et sphérique dans le cas d'une sphère. Les plans qu'on a dans ce cas-là sont, si on suppose qu'on a une sphère qui est uniformément chargée. Donc il y a plusieurs plans. Donc si on suppose qu'on a ER, dans ce sens-là, la base sphérique, donc on aura Eθ et
phi. Donc il y a plusieurs plans. Donc le premier c'est dans lequel il appartient toujours, on a toujours ER. Donc le premier c'est ER Eθ, le deuxième c'est ER Phi. Et toujours on a le champ électrostatique, il appartient à ces plans-là, dans lesquels il y a ER qui va de centre jusqu'à le point M. Donc, puisque le champ total appartient à ces plans-là, et dans l'intersection c'est ER, donc le champ électrostatique total, il est porté par ER, le vecteur unitaire ER. Donc, il dépend de R et il est porté par ER. Donc, par symétrie sphérique, il dépend de R, et par les plans de symétrie de la sphère, dans lesquels toujours il y a intersection à travers un seul axe qui est ER, donc le champ électrostatique, il dépend de R, il est porté par ER. Pour le plan d'antisymétrie, il partage deux corps en deux parties identiques de charge qui est opposée. Donc à l'inverse de premier, donc la charge est la même. On parle de plan de symétrie. Dans le deuxième cas, la charge elle est opposée. Donc on parle de plan d'antisymétrie. Donc le champ total est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc toujours dans ce cas-là, de plan d'antisymétrie, le champ électrostatique résultant est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Par exemple, un fil infini chargé de densité lambda qui est positive, c'est x est supérieur à 0, nul pour x est égal à 0, et négatif, c'est x est négatif. Dans ce cas-là, il y a production d'un champ électrostatique sur le plan d'antisymétrie qui est perpendiculaire à ce plan-là, ou à un point M quelconque sur l'axe. Donc, la méthodologie de calculer le champ électrostatique, c'est de décomposer la distribution en éléments de distribution ponctuelle, calculer le champ électrostatique et les distributions discrètes, ou le champ élémentaire pour le cas des distributions continues, faire la somme pour les distributions discrètes et l'intégrale pour les distributions qui sont continues. Donc, au lieu de calculer trois composantes de E, il peut être plus avisé de chercher le support de E, puis calculer simplement son module. Ce qui est possible si le champ présente une symétrie de distribution. Donc, dans ce quatrième point, on cherche les plans de symétrie et antisymétrie et les symétries de charge. S'il y a symétrie par rotation, par translation, sphérique, cylindrique, et le plan de symétrie ou d'antisymétrie pour calculer directement le champ électrostatique. Donc, comme le cas de la Terre qui présente un champ électromagnétique, on parle des lignes de champ électromagnétique qui donnent la direction de champ électromagnétique d'un pôle à l'autre. Donc, de la même manière, on parle des lignes de champ électrostatique qui donnent la direction de champ électrostatique d'un point A quelconque à un autre point B. Donc, ces lignes de champ présentent les propriétés suivantes. La direction de champ en un point est tangente à la ligne de champ électrostatique. Donc, toujours le champ électrostatique en un point quelconque, il est toujours tangent à la ligne de champ électrostatique. Deuxième propriété, les lignes de champ électrique vont toujours des charges qui sont
positives vers les charges qui sont négatives, puisque la charge négative elle a un champ électrostatique qui est convergent et la charge positive elle a un champ qui est divergent. Autour d'une charge ponctuelle que les lignes de champ sont radiales, elles vont dans le même sens de rayon d'une sphère quelconque qui entoure la charge. Orientée vers l'extérieur, l'état divergence c'est la charge est positive, et orientée vers la charge, c'est-à-dire convergente, c'est la charge est négative. Les lignes de champ ne se coupent jamais, donc on n'aura pas un champ et une ligne qui coupe une autre. Donc c'est le champ électrostatique, comme on a déjà dit, c'est une propriété caractéristique d'un point dans l'espace. Donc on n'aura pas de plusieurs champs électrostatiques, même s'il y a plusieurs charges électriques qui produisent des champs électrostatiques, on aura une seule résultante de champ électrostatique à ce point-là. C'est pour cela on n'aura pas de coupure entre les lignes de champ électrostatique. QCM classe les amplitudes de champ électrostatique au point A, B et C illustrées sur la figure. La plus grande amplitude en premier. Donc A, l'amplitude de A est supérieure à celle de B, de champ électrostatique en B, supérieure à celle en C. B, celle de au point A, supérieure à celle de C, supérieure à celle de B. Donc on va commencer par le champ électrostatique créé par chacune des charges à ces trois points-là. Si on se pose au point cette charge-là, comme première charge, le champ électrostatique le plus grand est créé au point C. Elle est divergente, puisque la charge est positive. Donc, puisque cette charge-là est positive, donc le champ créé au point C, elle est d'intensité plus grande que A et que B est divergent. Au point B, elle sera dans ce sens-là, mais d'intensité qui est faible par rapport à C, et de même à ce point-là, au point A, elle sera dans ce sens-là, l'intensité plus grande que B est faible par rapport à C, puisque la distance qui sépare A à la charge est inférieure à celle qui sépare le point B à cette charge-là. Pour la deuxième charge, donc le champ électrostatique créé par celle-là au point C sera d'intensité très grande, puisque la distance qui sépare, donc l'intensité dans B plus grande que celle de C, dans ce sens-là, et dans C sera de sens opposé à celui-là qui est créé par la première charge. Dans B, il sera d'intensité faible, puisque la distance est faible, donc on va finalement calculer le champ résultant. Donc le champ résultant sera pour le point B de cette forme-là. Pour A sera de cette forme, alors qu'il sera nul pour le cas de point C, puisque la distance entre les deux est la même, entre C et les deux charges est la même, donc les charges sont les mêmes, donc le champ électrostatique sera le même créé par les deux charges au point C, mais de sens opposé, donc au point C sera nul. Donc le champ électrostatique le plus grand sera celui-là en premier, puis
celui de P, puis au point C qui est proche de 0. Donc l'affirmation, la vraie affirmation, c'est que le champ électrostatique au point A sera supérieur à celui en B, sera supérieur à celui en C. Donc c'est celle-là qui est vraie. Le flux électrostatique est le produit scalaire entre le champ électrostatique et la surface. Donc le flux électrostatique sera égal au champ fois la surface fois le cosinus de l'angle créé entre la normale à la surface et le champ électrostatique. Donc on va maintenant parler de théorème de Gauss. Dans le vide, le flux de champ électrostatique à travers une surface fermée quelconque est égal à la somme algébrique des charges électriques à l'intérieur de cette surface-là divisé par epsilon 0. Donc, on a dans une surface quelconque fermée une charge interne qui est égale à la somme des charges. Donc, le flux total sera égal à la somme des charges contenues à l'intérieur de cette surface-là sur epsilon 0. Donc, elle tient compte de toutes les charges dans le volume. Donc, la démarche de calculer, d'appliquer le théorème de Gauss, c'est étudier la surface de corps chargé, donc chercher la direction de E. Deuxièmement, choisir une surface fermée à travers laquelle on calculera le flux I qui a la même symétrie que le champ étudié et calculer indépendamment la charge totale contenue dans cette surface en fonction de E. Et finalement, on va appliquer le théorème de Gauss dans lequel le flux total est égal à la charge interne sur epsilon 0. On va voir quelques exemples classiques. Le premier, c'est la distribution volumique. On suppose qu'on a une sphère qui est chargée, donc on cherche une surface de Gauss qui est cette surface-là, de même symétrie que la charge qui est de symétrie sphérique. Donc le flux total est égal à E ds qui est la charge interne sur epsilon 0. Donc le flux est égal à le champ électrostatique qui est porté par ER, donc il est radial. E fois S, c'est-à-dire la surface de Gauss, donc cette surface-là S fois la charge interne qui est égale à ρV, la densité volumique de charge de cette charge-là, fois le volume de cette sphère qui est chargée sur epsilon 0. Donc la surface de Gauss c'est 4P R carré, 4P fois R au carré. Le volume de la sphère qui est chargée est égal à 4TRPR à la puissance 3. Donc on aura finalement, on remplace S et V, on aura le champ électrostatique est égal à ρ sur 3 epsilon 0 fois le rayon de la sphère chargée à la puissance 3 sur le rayon au carré de la sphère de Gauss. Distribution de charge qui se forme linéique. Donc on a une ligne, donc il a une distribution qui est, si on a une ligne qui est infinie, il a une distribution sous forme cylindrique. Donc on va utiliser une surface de Gauss qui est sous forme d'un cylindre de rayon R et de longueur L. Donc on va calculer le produit de champ électrostatique fois la surface à travers la surface de Gauss, puisque le champ électrostatique créé par cette ligne est radial. Donc le champ électrostatique sera perpendiculaire aux surfaces des deux bases, donc il sera seulement dans le même sens que la surface latérale. Donc la surface latérale c'est de P fois R, le rayon de cylindre de Gauss, fois la distance L
alors que le produit scalaire de E fois la surface de la base, donc ils sont perpendiculaires, donc il sera égal à 0 dans les deux bases. Donc est égal à la charge, c'est lambda fois la distance. Lambda c'est la densité linéique fois cette distance L sur epsilon 0. Donc on trouve que le champ est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 R. Donc c'est le champ créé par une ligne infiniment chargée. Pour le cas d'un plan qui est chargé, donc dans ce cas-là, on prend si on suppose que le plan il est infini dans les deux directions, par exemple z et x, donc on prend la surface de Gauss sous forme cylindrique. Donc le champ électrostatique il est dans le sens divergent, donc il sera dans le même sens que les deux bases et perpendiculaire à la surface latérale. Donc on aura la surface de la première base fois le champ plus celle de la deuxième, alors le flux sera nul pour le cas de la surface latérale. Donc est égal à la charge qui est égale à la densité surfacique fois la surface sur epsilon 0. Donc la surface qu'on a pris ici, c'est la surface de la base. Donc on simplifie par S, on aura le champ électrostatique pour un plan infiniment chargé sera égal à la densité surfacique sur 2 epsilon 0 QCM, supposant qu'une charge ponctuelle soit située au centre d'une surface sphérique. Le champ électrique à la surface de la sphère et le flux total à travers la sphère sont déterminés. Maintenant, le rayon de la sphère est divisé par 2, qu'arrive-t-il au flux à travers la sphère et l'amplitude de champ à la surface de la sphère. Donc, ce qu'on a supposé, c'est qu'on a une charge Q située au centre d'une sphère, donc à l'intérieur d'une sphère de Gauss de rayon R. Donc on a déterminé le flux à travers cette surface, donc E fois S, et le champ électrostatique, on a un point M à la surface, donc E à ce point là. Donc maintenant le rayon de la sphère, elle est divisé en deux. Donc on a une autre sphère de rayon R sur 2. Donc la question, qu'arrive-t-il au flux à travers la sphère et à l'amplitude de champ électrique? Donc, puisque le rayon devient faible, donc on aura un champ électrostatique qui est supérieur au premier. Donc le champ sera supérieur à ce champ-là, E1, puisque la distance devient faible. Donc on aura un champ électrostatique E2 qui sera supérieur à E1, puisque la distance maintenant est faible entre la charge et le point M. Alors que le flux à travers cette surface sera le même. C'est le flux créé par la même charge que. Donc même que le rayon est subdivisé en deux, donc on aura une surface qui est faible, mais un champ important. Donc cette quantité-là sera conservée, donc sera la même.
Donc on aura le même flux, mais le champ électrostatique sera grand. Donc on a les affirmations A, le flux et le champ augmentent tous les deux. Le flux et le champ diminuent tous les deux. Le flux augmente et le champ diminue. Le flux diminue et le champ augmente. Le flux reste le même et le champ augmente. Le flux diminue et le champ reste le même. Donc dans ce cas-là, on a conservation de flux et augmentation de champ électrostatique. Donc c'est l'affirmation E. Donc le flux reste le même et le champ augmente. Donc on passe au potentiel électrostatique. On appelle potentiel électrostatique V la fonction scalaire définie par V. Donc avec le champ électrostatique, c'est moins le gradient de V. Donc c'est la dérivée de V par rapport à X, Z et Y portée par les vecteurs unitaires EX, Y, E, Z pour le cas d'un système de coordonnées cartésien. On dit que le champ électrostatique dérive de potentiel électrostatique. Donc il est calculé à partir de champ électrostatique. Cas d'une charge ponctuelle. C'est on prend cette charge-là au point O, charge Q au point O, donc le champ électrostatique est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q sur R au carré portée par le vecteur E unitaire. Donc on calcule le potentiel électrostatique. Donc le champ électrostatique est égal à moins le gradient de V. Donc V sera égal à moins l'intégrale de E d de OM. Donc si on intègre, donc OM c'est dr EU. Donc on aura V est égal à moins Q sur 4 pi epsilon 0. C'est une constante. Donc d de OM fois E sera dr sur R au carré. Donc sera Q sur 4 pi epsilon 0 R plus une constante. Donc cette constante sera calculée à partir des conditions aux limites. Lorsque R tend vers l'infini, on a V est égal à 0. Donc la constante, donc si on fait la limite de V lorsque R tend vers l'infini, donc cette quantité-là sera 0. Et puisque V est égal à 0, donc la constante sera nulle. Donc V est égal à la charge sur 4 pi epsilon 0 R. Donc pour le cas de la distribution de plusieurs charges ponctuelles, donc le potentiel électrostatique est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la somme des charges sur les distances au carré. Donc comme application, calculer le potentiel électrostatique créé par deux charges, les mêmes charges qu'on a étudiées pour le champ électrostatique, sont de 2A en M appartenant à son axe d'antisymétrie, moins Q plus, distante de R plus de M et R moins pour le cas de moins Q. Donc avec la distance Z entre l'axe des X et le point M, et la distance entre moins Q et l'axe des Z, c'est A, et de même pour plus Q. Donc on va calculer le potentiel qui est par plus Q est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q sur R plus. Et de même V moins créé par moins Q est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 moins Q sur R moins. Et puisque R plus est égal à R moins, donc si on fait la somme des deux potentiels, on aura une somme qui est nulle au point M. Pour le cas des distributions qui sont continues, dans le cas d'une distribution linéaire, soit un fil AB qui est de longueur L portant une charge Q, l'élément de longueur dL autour du point M porte une charge dQ qui est égale à lambda fois dL. Donc il aura un potentiel élémentaire dV qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 dQ sur R qui est égal à lambda dL 4 pi epsilon 0 R. Donc le potentiel total créé au point M sera l'intégrale de cette quantité-là. Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de lambda dL sur R sur tout l'élément de
longueur L de A jusqu'à B. La même chose pour le cas d'une surface qui est chargée. On prend un petit élément de surface ds de charge sigma fois ds, avec sigma c'est la densité surfacique de charge. Donc on intègre sur tous l'élément de surface, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, sigma, l'intégrale sur toute la surface, sigma ds sur la distance r entre le point M et chaque élément de surface. Et la même chose est appliquée pour une charge qui est volumique. Donc le champ électrostatique est dirigé dans la direction la plus forte décroissante potentielle. C'est parmi les caractéristiques qu'on a vu pour le champ électrostatique. Qui est dirigé des charges positives vers les charges négatives. Donc on a E, le champ électrostatique est également le gradient de potentiel. Donc dV est également E dr. Donc on définit ce qu'on appelle la circulation, qui est égale à la différence de potentiel entre le point A, B et le point A, qui est égal à moins l'intégrale E dr. Donc le potentiel est continu pour une distribution volumique et surfacique, tandis qu'il n'est pas défini à travers une distribution qui est linéique, puisque la distance R est égale à 0 à travers cette distribution linéique. Donc une surface équipotentielle est l'ensemble des points où le potentiel électrique a partout la même valeur. Il est défini par l'équation V est égal à une constante. Donc les surfaces équipotentielles ont le même potentiel électrostatique. Équipotentiel, c'est-à-dire même ou potentiel égaux. Donc V reste constant. Donc dV est égal à moins E dr, puisqu'il est constant, donc est égal à 0. Donc on aura toujours le champ électrostatique est perpendiculaire à dr. Donc dans le champ électrostatique est toujours perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. Avant de parler des conducteurs en équilibre électrostatique, il est intéressant de mettre en exergue quelques notions essentielles. Dans un conducteur, les électrons extérieurs sont faiblement liés au noyau. Ces électrons se déplacent facilement entre les atomes sous l'action d'une force électrostatique. Donc les électrons extérieurs est équivalent aux charges libres. Donc dans le conducteur électrique, dans la surface externe des conducteurs, il y a des électrons qui sont libres à se déplacer sous l'effet d'un champ électrostatique. Ces électrons s'appellent les électrons libres. C'est pour cela que les conducteurs conduisent facilement de l'électricité et de la chaleur. A l'inverse, dans un isolant, les électrons extérieurs sont liés au noyau. Ces électrons ne se déplacent pas entre les atomes. C'est pour cela que les isolants ne conduisent pas de l'électricité et de la chaleur. Un conducteur est dit en équilibre électrostatique lorsque les charges libres ne sont pas soumises à aucune force électrostatique. C'est-à-dire que ces électrons-là qui sont libres à se déplacer ne sont pas soumis à aucun champ électrostatique. Donc, supposons qu'on a un conducteur qui est chargé, donc la charge elle est superficielle puisque les électrons qui sont libres à se déplacer, ils sont à la surface externe. Donc la charge est étalée à la surface et la charge est égale, puisque la charge est uniformément répartie sur la surface, donc est égale à la densité de charge surfacique fois la surface de conducteur. Donc le champ électrostatique à l'intérieur est nul et le potentiel est constant. Donc on peut le démontrer de la manière que si on prend par exemple une surface de Gauss, cette surface-là comme surface de Gauss à l'intérieur de conducteur électrique, donc la charge à l'intérieur est égale à 0. Donc on a le flux à travers cette surface
I nul. Et puisque le flux est égal, donc on a le flux est égal au champ électrostatique fois la surface est égale à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss, qui est égale à, dans ce cas-là, c'est 0. Donc, puisque la charge à l'intérieur est égale à 0 sur epsilon 0. Donc, on aura un champ électrostatique qui est nul. Donc, le potentiel électrostatique est égal à l'intégration de champ électrostatique fois dr, puisque le champ électrostatique est nul. Donc, c'est l'intégration de 0. Donc, on aura le potentiel étant constante. Donc, cette surface-là, on aura un potentiel qui est constant à la surface de conducteur, puisque la charge à l'intérieur est égale à 0. Donc, cette surface de conducteur est une surface équipotentielle. Donc, la surface équipotentielle, parmi ses propriétés, le champ électrostatique est perpendiculaire à la surface équipotentielle. Donc, les lignes de champ sont perpendiculaires à la surface de conducteur. Donc, le champ voisinage d'un conducteur est égal à sigma sur epsilon 0. De la même manière, si on applique le théorème de Gauss en prenant une surface de Gauss externe au conducteur, qui est de la même surface que celle du conducteur. Donc, on a la charge à l'extérieur est égale à sigma epsilon 0. Donc, on a le flux est égal à le champ électrostatique fois la surface, qui est égal à la charge sur epsilon 0. Donc, c'est sigma sur epsilon 0. Donc, on aura le champ électrostatique sera égal à sigma epsilon 0 porté par la normale à cette surface. Voilà les caractéristiques de conducteur qui est chargé. Donc, tout court qui est chargé produit un champ électrostatique qui va perturber les autres conducteurs par influence. Donc, si on suppose que ce conducteur-là, il est chargé, donc il va produire un champ électrostatique. Donc, il va perturber la charge de ce conducteur-là. Donc, deux conducteurs placés l'un au voisinage de l'autre s'influencent mutuellement. Donc, si on suppose qu'on a un conducteur A qui est chargé positivement, donc supposons qu'on met à son voisinage un conducteur B qui est initialement non chargé, alors l'effet le conducteur A affecte le conducteur B de telle manière à ce que les charges négatives se déplacent à la partie voisinant le conducteur A, alors que les charges qui sont positives, elles se répulsent vers l'autre partie de conducteur B. Donc, le conducteur B, il conserve la même charge, mais la répartition en surface est modifiée. Donc, il y a une modification de la répartition des charges sur la surface de conducteur B sous l'effet de conducteur A qui est initialement chargé. Donc, si on suppose qu'un conducteur A qui est chargé est totalement entouré par un conducteur B, donc C A est chargé positivement, alors la surface qui est voisinant A sera chargée négativement et celle à l'externe sera positivement chargée. Avec le conducteur A aura une charge qui est plus que, charge positive plus que, et la surface interne de conducteur B aura une charge Q' qui est égale à moins que. Donc, il apparaît une influence qui est totale, une charge Q' qui est égale à moins que sur la surface interne de B. Donc, c'est le conducteur B entoure totalement A. On dit que
influence est totale. Donc, lorsqu'on établit une différence de potentiel entre ces deux conducteurs, une charge Q apparaît, donc plus que dans le conducteur intérieur, moins que sur la surface du deuxième conducteur qui entoure le premier. On constate également que si on applique successivement des différences de potentiel V, V', V seconde, il apparaît des charges différentes Q, Q', Q seconde, de telle sorte que le rapport entre la charge et la différence de potentiel reste constant. Donc, c'est-à-dire que sur la différence V, la différence de potentiel V, Q' sur la différence V', Q seconde sur la différence de potentiel V seconde sera toujours constante, qui est une caractéristique de conducteur, de ces deux conducteurs ayant une influence totale. On va la voir que c'est une caractéristique constante pour les condensateurs. Donc, un condensateur est formé de deux armes de conducteurs en position d'influence totale. Donc, deux conducteurs en position d'influence totale, comme déjà vu, avec des différences de potentiel V1 et V2. Les deux conducteurs sont appelés armateurs de condensateurs. Il y a un armateur interne et un armateur externe. La représentation symbolique de condensateur est donc il y a l'armateur avec une charge plus Q, potentiel V1, et un armateur avec un potentiel V2 avec une charge moins Q. Donc la différence de potentiel entre les deux, c'est V1 moins V2. Donc avec la charge de l'armateur interne, le potentiel V1, la capacité de condensateur et le rapport de la charge sur la différence des deux potentiels V1 sur V2. Donc cette capacité est une caractéristique de condensateur, elle est constante. Donc si on augmente la charge, donc il y a augmentation de potentiel. Et inversement, c'est l'augmentation de différence potentielle, l'augmentation de la charge. Donc QCM, un condensateur stocke la charge Q à une différence de potentiel delta V. Que se passe-t-il si la tension appliquée au condensateur par une batterie est doublée à 2 delta V? A. La capacité tombe à la moitié de sa valeur initiale de la charge et la charge de temps reste la même. B. La capacité et la charge tombent toutes deux à la moitié de leur valeur initiale. C. La capacité et la charge double. D. La capacité reste la même et la charge double. Donc on a un condensateur ayant une différence de potentiel delta V. Donc il a une charge Q, plus que dans l'armateur interne et moins que dans l'armateur externe. Donc on cherche la variation de delta de la charge de la capacité. C delta V devient 2 delta V. Donc la variation de la capacité et de la charge. Donc comme dit, on a la capacité est égale à la charge sur la différence de potentiel. Donc si delta V augmente de delta V jusqu'à 2 fois delta V, donc la charge de même va augmenter au double, 2 fois Q. Donc dans le premier cas, on a la capacité égale la charge fois sur delta V sera de même constante. Donc on aura toujours constante. On applique 2 fois delta V. Donc on aura une charge qui est son double pour que cette caractéristique soit constante. C'est une caractéristique essentielle pour un condensateur qui reste toujours constante. Donc la vraie réponse, c'est que la capacité reste la même et la charge double. Donc pour un condensateur plan, il y a deux plans qui sont infinis. L'un est chargé positivement avec un potentiel V1 et le deuxième est chargé négativement avec
un potentiel V2. Donc la capacité est égale à, par définition, la charge sur la différence de potentiel sera égale à cette quantité-là. Donc si on remplace que la charge qui est égale à sigma, donc c'est sigma fois la surface, et on remplace la différence de potentiel qui sont égales au champ électrostatique, donc cette quantité-là. Donc cette quantité-là, c'est le champ électrostatique fois la différence de longueur CE entre les deux armateurs. Et si on remplace le champ électrostatique, il est égal à partir de l'application de théorème de Gauss, c'est la charge sur epsilon 0 sur la surface. Donc si on remplace ici, donc la différence de potentiel c'est la charge sur epsilon 0 fois S. Donc on va simplifier par la charge et on aura epsilon 0 S donc fois la différence de longueur entre les deux armateurs. Donc par application de théorème de Gauss, on aura le flux de chaleur E fois S sera égal à la charge sur epsilon 0. Donc le champ électrostatique sera égal à la charge sur epsilon 0 sur S fois cette quantité-là qui reste la même. Donc on va simplifier ici par la charge. Donc on aura au dénominateur E et au nominateur epsilon 0 fois S. Donc voilà, dans le cas d'un condensateur plan, la capacité est égale à epsilon 0, la permittivité de vide, fois la surface de tout l'armateur sur la différence entre l'espace entre les deux armateurs. QCM, de nombreux boutons du clavier d'ordinateur sont constitués de condensateurs, comme illustré à la figure. Lorsqu'une touche est enfoncée, l'isolant souple entre la plaque mobile et la plaque fixe est comprimé. Lorsque la touche est enfoncée, qu'arrive-t-il à la capacité? A, elle augmente, B, elle diminue, C, elle change d'une manière qu'on ne peut pas déterminer car le circuit électrique connecté au bouton du clavier peut provoquer un changement de différence de potentiel. Donc, on a vu auparavant que la capacité est égale à epsilon 0, la permittivité de vide, fois la surface de la plaque mobile, qui est égale à celle fixe, sur la distance qui les sépare. Donc cette distance-là. Lorsqu'on enfonce la touche, donc cette distance-là diminue. Donc lorsque la distance diminue, donc il y a augmentation de ce rapport-là. Donc ce rapport augmente. Donc la capacité augmente. Donc la réponse, la vraie réponse, c'est A. Donc la capacité augmente. Condensateur cylindrique, de la même manière on peut déterminer la capacité. Donc si on suppose qu'on a un condensateur cylindrique qui est constitué de deux armateurs, l'armateur interne ayant une charge plus que et un potentiel V1 et un armateur externe ayant une charge moins que avec un potentiel V2. Donc le rayon de la première armateur c'est R1 et la deuxième c'est R2. Donc la capacité est égale à, par définition, la charge sur la différence de potentiel. On peut, en appliquant le théorème de Gauss, en choisissant une surface cylindrique entre les deux armateurs, on peut calculer le champ électrostatique et enfin calculer la différence de potentiel par intégration entre les deux cylindres de R1 jusqu'à R2
pour trouver finalement que la capacité égale à 2 P epsilon 0 fois H sur le logarithme népérien de R2 sur R1 avec H, c'est la hauteur choisie. Donc la hauteur c'est L ou H de ce condensateur. De la même manière pour le cas du condensateur qui est sphérique, donc il y a une sphère entre une autre. La première armateur c'est la sphère interne, ayant une charge plus Q, un potentiel V1, et une sphère externe ayant une charge moins Q et un potentiel V2. La capacité du condensateur sphérique est égale à 4P epsilon 0 fois le rayon R1 fois R2 sur la différence des rayons R2 moins R1. De la même manière, on peut la déterminer en appliquant le théorème de Gauss et calculant le potentiel en intégrant entre R1 et R2. Avec le R1, c'est le rayon de la première sphère, R2, le rayon de la deuxième sphère. Donc maintenant, on va parler de l'association des condensateurs, c'est-à-dire le groupement des condensateurs soit parallèles soit en série. Donc supposons qu'on a trois condensateurs, avec le premier ayant capacité C1 et une charge Q1, le deuxième C2 charge Q2, troisième capacité C3 et la charge Q3 et une différence de potentiel qui est la même entre les trois au bornes des trois condensateurs qui est E. Donc on cherche un condensateur équivalent ayant une capacité équivalente au regroupement en parallèle de ces trois condensateurs ayant une capacité C2 et une charge Q. On sait que la charge est égale à la somme des trois charges, donc puisqu'elles sont en parallèle, donc la charge n'est plus la même au bornes de chacune, traversant chacune des condensateurs. Donc Q sera égal à Q1 plus Q2 plus Q3. La différence de potentiel est la même au bornes de C1, C2, C3 et c'est équivalente. Donc puisque la charge est égale à la capacité équivalente fois la différence de potentiel, donc est égal à Q1 plus Q2 plus Q3 à partir de la première équation. Donc Q1 est égal à C1 fois U1 plus Q2 qui est égal à C2 fois U2 plus Q3 qui est égal à C3 fois U3. Donc on va simplifier par la différence de potentiel E. On trouve que la capacité équivalente est égale à la somme des trois capacités. Donc si les condensateurs sont montés en parallèle, alors la capacité équivalente, leur capacité équivalente sera égale à la somme des capacités des trois condensateurs. Pour le cas de condensateurs qui sont montés en série, donc supposons qu'on a trois condensateurs comme auparavant qui sont montés en série, donc ils auront la même charge que. Donc la seule différence c'est les différences de potentiel qui sont variées, alors que la charge reste la même. Donc la charge Q est égale à la capacité équivalente fois la différence de potentiel E. Donc est égal à CE fois la différence de potentiel entre VB moins VA sera la capacité fois VA1 moins VA plus le potentiel VA2 moins VA1 plus le potentiel VB moins VA2. Donc on aura la charge sur la capacité de condensateur équivalent sera égal donc à la différence de potentiel E qui est égale à la somme des différences de potentiel. Donc E sera égal à E1 plus E2 plus E3. Donc si on remplace chacune de ces différences de potentiel, E1 sera que la charge Q sur C1, E2 sera la même charge sur la capacité C2 et E3 sera de même la charge Q sur la capacité C3. Donc si on simplifie par la charge, on aura 1 sur la capacité équivalente égale à la somme des
des inverses des capacités. Donc si on a des condensateurs qui sont montés en série, alors l'inverse de la capacité équivalente sera la somme des inverses de toutes ces capacités des condensateurs qui sont montés en série. Application, calcule la capacité équivalente de ce montage. Donc, quelle sera la valeur si les capacités sont toutes égales. Donc, C1 sera égal à C2 jusqu'à C6 c'est égal à 1 microfarad. Donc, les deux condensateurs C1 et C2 sont montés en parallèle. Donc, leur capacité équivalente sera égale à la somme. Donc, si on remplace C1 en parallèle avec C2 avec C1,2, on trouve que C1,2 est égal à C1 plus C2, puisqu'elles sont toutes les deux en parallèle. Les trois condensateurs C1,2, C3 et C4 sont montés en série. Donc, si on les remplace par un condensateur de capacité C1,2, 3, 4, on trouve que l'inverse de la capacité C1,2, 3, 4, donc c'est 1 sur C1,2, 3, 4, est égal à 1 sur 1 C1,2 plus 1 sur C3 plus 1 sur C4. On trouve que C1,2, 3, 1 sur 1 C1,2, 3, 4 est égal à 5 demi. Donc C1,2, 3 est égal à son inverse, c'est 2 sur 5 est égal à 0,4 microfarad. De la même manière, on a C5 et C6 sont en série. Si on le remplace par une capacité équivalente de capacité C5,2, on trouve que 1 sur C5,2 est égal à 1 sur C5 plus 1 sur C6 est égal à 2, donc C5,6 est égal à 1 demi, donc c'est 0,5 microfarad. Et finalement, la capacité équivalente de ces deux capacités qui sont montées en parallèle sera la somme. Donc, la capacité équivalente de ces deux condensateurs, C1, 2, 3, 4 et C5, 6, sera égale à la somme des deux capacités. Donc, c'est 0,9 microfarad. Que CM, deux condensateurs sont identiques. Elles peuvent être connectées en série ou en parallèle. Si on veut la plus petite capacité équivalente pour la combinaison, comment vous devez les connecter? En série, en parallèle, de toute façon parce que les deux combinaisons ont la même capacité. Donc on a les mêmes condensateurs. On doit les monter soit en série, soit en parallèle pour avoir la plus petite capacité. Si on suppose qu'on a un nombre n de capacités, donc c'est condensateurs ayant des capacités C1, C2, donc c'est la même, c'est C, jusqu'à nème C, donc soit en parallèle, soit en série. Dans le cas de donc la énième, jusqu'à la énième, ayant une capacité C. Donc dans le premier cas où ils sont montés en parallèle, la capacité équivalente sera la somme des n capacités. Donc sera n fois C. Dans le cas où ils sont montés en série, donc on a 1 sur la capacité équivalente sera égal à la somme des inverses des capacités, 1 sur C, une fois, donc sera égal à n sur C. Donc 1 sur C équivalente dans le cas de montage en série et C dans le cas de montage en parallèle. Donc on trouve que la capacité équivalente de montage en série sera égale, si on fait l'inverse de cette quantité-là, c'est C sur N. Donc dans le cas de montage en parallèle,
on trouve que la capacité équivalente des condensateurs qui sont montés en parallèle ayant la même capacité C est égale à N fois C. Alors pour le cas de montage en série, de N capacités ayant la même capacité C, de N condensateurs ayant la même capacité C est égal à C sur N, la capacité sur N. Donc si on veut la petite capacité, on va les monter en série. Donc C sur N au lieu de N fois C qui augmente la capacité. Donc l'énergie électrostatique d'une charge ponctuelle est par définition l'énergie qu'on doit fournir contre les forces électrostatiques pour amener cette charge depuis l'infini où le potentiel est nul jusqu'à la position M où le potentiel est Vm. Donc l'énergie électrostatique, c'est l'énergie nécessaire pour déplacer une charge de l'infini vers le point M qu'on a. Donc le travail est égal à ce travail qui est nécessaire pour ce déplacement est égal par définition à l'intégrale de la force fois le dl. Donc la force électrostatique est égale à la charge fois le champ électrostatique. Donc l'intégration de E dl est par définition c'est la différence de potentiel entre ces deux points A et B. Et puisqu'on parle de l'infini, donc le point A c'est l'infini, donc le travail c'est le travail de que fois la différence de potentiel entre l'infini et le point M. Le potentiel à l'infini est toujours égal à 0. Donc on trouve que le travail est égal à moins la charge fois le potentiel au point M. Donc l'énergie électrostatique de la charge Q est l'énergie potentielle qui est égale à la charge fois le potentiel M. Donc pour le cas de deux particules qui ayant une charge Q1 et Q2 qui sont situées au point M1 et M2, donc on va déterminer l'énergie électrostatique pour les deux, pour ce système-là. Donc pour déterminer l'énergie électrostatique du système, il faut procéder à deux opérations. Donc il y a le déplacement dans la première charge Q qui s'effectue son travail et amener de l'infini à la position M2 la charge Q2 dans le champ qui est créé par Q1. Donc l'énergie potentielle sera égale à la charge Q2 fois le potentiel créé à ce point-là M. Donc V1 créé au point M, M2. Avec V1 au point 2, M2 et le potentiel électrique créé par Q1 au point M2. Donc V1 est égal à Q sur 4π epsilon 0 fois la distance qui sépare les deux particules, c'est R1 et R2. Donc l'énergie potentielle sera Q2 fois V1. Donc c'est Q1, Q2 sur 4π epsilon 0, la distance qui les sépare. Donc c'est 1 demi, la somme des deux. 1 demi de cette quantité plus 1 demi de cette quantité-là. Donc c'est 1 demi Q1 fois Q2 sur 4π epsilon 0, R12 c'est Q1 fois V1, plus 1 demi Q2 fois Q1 sur 4π epsilon 0 sur R1, cette quantité-là c'est V2, donc c'est Q2 fois V2. Donc avec V1, c'est le potentiel électrique créé par Q2 au point M1, et V2, c'est le potentiel créé par Q1 au point M2. Pour le cas d'un système de trois charges, situé au point M1, M2, M3, ayant Q1, Q2, Q3, avec les distances qui les séparent, Q1 et Q2 c'est R12, Q2, Q3 c'est R23, et Q1, Q3 c'est R13. Donc c'est de la même manière pour le cas de charge, donc 2, c'est comment on calcule la charge pour chaque deux particules. Donc on trouve finalement c'est 1 demi Q1 V1
plus 1 demi-Q de V2 plus 1 demi-Q Q3, V3 avec V1, c'est le potentiel créé au point M1 par les deux charges Q1 et Q3. Donc V1 sera égal à Q2 sur 4 pi epsilon 0 R12 plus Q3 sur 4 pi epsilon 0 R13. Donc fois 1 demi fois Q1 plus 1 demi Q2 fois V2. Donc de la même manière, le potentiel créé par Q1 et Q3 au point M2 qui sera égal à Q1 sur 4 pi epsilon 0 R12 plus Q3 sur 4 pi epsilon 0 R23 et de la même manière pour V3. Pour le cas des conducteurs, l'énergie électrostatique d'un conducteur et l'énergie qu'on doit fournir pour charger ce conducteur est égal à 1 demi la charge fois le potentiel. Si on remplace la charge est égal à la capacité fois la différence de potentiel, on trouve c'est 1 demi fois CV au carré. Si on remplace le potentiel qui est égal à la charge sur la capacité, donc c'est 1 demi que au carré sur la capacité au carré. Dans le cas d'un condensateur ayant à l'armateur A une charge plus que et à l'armateur B une charge moins que, donc à l'armateur A l'énergie potentielle est égale à 1 demi que V1 et à l'armateur B c'est moins 1 demi fois que fois V2 puisque la charge est négative. Donc l'énergie potentielle c'est la somme, on trouve que l'énergie potentielle pour le condensateur est égal à 1 demi fois la charge fois la différence de potentiel. Donc puisque la capacité est égale à que sur la différence de potentiel E, on trouve c'est 1 demi fois la charge fois Q est égal à 1 demi fois la charge au carré sur C est égal à 1 demi fois la capacité fois la différence de potentiel au carré. Que CM, vous avez trois condensateurs et une batterie dans laquelle les combinaisons suivantes des trois condensateurs, l'énergie maximale possible est-elle stockée lorsque la combinaison est fixée à la batterie. Donc soit en série, parallèle, aucune différence car les deux combinaisons stockent la même quantité plutôt d'énergie. Donc la combinaison en série ou en parallèle, on n'est pas défini, dans laquelle on stocke le maximum d'énergie. Donc à partir de la différence ou la formule de l'énergie potentielle dans un condensateur, il est égal à 1 demi fois la capacité fois la différence de potentiel au carré. Donc, puisque la différence de potentiel n'est pas variée, donc il y a variation de la capacité. Donc, on cherche le maximum de stockage d'énergie par le maximum de capacité. Donc, donc la combinaison ayant une capacité maximale, c'est la combinaison en parallèle. Donc la combinaison en parallèle, on trouve le maximum de capacité, donc on trouve le maximum de stockage d'énergie dans les condensateurs.